Que se passe-t-il entre le Yémen et l'Arabie saoudite? C'est important pour la prochaine question que je vais vous poser. La situation entre l'Arabie saoudite et le Yémen semble s'aggraver. Vous voyez, les combats ont lieu à l'intérieur du Yémen. La nuit dernière, nous avons appris qu'au moins un général de brigade, appelé Yahya Muhammad, ainsi qu'un autre, le colonel Ramzi Muhammad, ont été tués au Yémen, à l'intérieur du Yémen. Ensuite, on voit l'Arabie saoudite envoyer des ambulances au Yémen pour amener ces personnes en Arabie saoudite et prendre en charge les victimes. Il y a eu de nombreuses victimes. Et avec la mort de ces deux personnes, de hauts responsables de l'armée. Voilà ce qui se passe à l'intérieur du Yémen. Les combats se poursuivent, comme nous en parlions. L'autre élément, c'est que le Yémen a attaqué l'un des pétroliers saoudiens au cours des 5 ou 6 dernières heures. Et cela se produit alors même que nous avons eu un pacte militaire ou de défense entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. C'est bien ça? J'aimerais savoir comment vous comprenez cela et ce que cela signifie pour les relations entre l'Arabie saoudite et la Turquie, entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, ainsi que pour l'ensemble de la région. Bon, regardons ça d'un peu plus près. Nima, si vous me permettez une seconde ou deux. Je viens d'écouter l'ambassadeur Freeman dans l'émission de Judge et je pense que l'ambassadeur Freeman a vu assez juste. C'est un diplomate très très érudit avec beaucoup d'expérience, particulièrement dans cette région. C'est ça. C'est une entente, au mieux. Ce n'est pas une alliance. Au mieux, c'est une entente. Ce que nous voulons dire par là, de manière descriptive, pour les Américains comme pour les autres dans le monde, c'est ceci. Prenons par exemple l'article 5 du traité de l'OTAN. Décortiquons-le un peu. Cet article dit qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Mais chaque membre a le droit de consulter ses propres processus de décision. Dans le cas des États-Unis, cela veut dire consulter l'instrument des pouvoirs de guerre dans la République. J'hésite à le dire ces temps-ci, parce que ce n'en est plus une, le Congrès, et suivre les procédures constitutionnelles avant de décider de faire ce que l'article 5 implique en apparence, venir défendre toute partie du pacte qui serait attaquée. C'est encore plus léger que ça. Et si vous regardez les puissances qui sont parvenues à cette entente, si vous examinez les raisons pour lesquelles chacune y est entrée, ou l'a conclue, et si vous réalisez qu'elles ont déjà ce genre d'accord avec certains États, comme le Pakistan et l'Arabie saoudite, alors vous voyez à quel point, je ne dirais pas que c'est une farce, mais à quel point c'en est une. Cela n'a absolument aucun sens au regard des conditions qui existent actuellement dans le Golfe. Parce que le véritable affrontement, c'est entre Israël et les États-Unis. J'ai presque envie de les appeler États-Unis-Israël, sans même, vous savez, sans même mettre d'espace entre les deux, et l'Iran. Et toute personne qui rejoint ce groupe, appelé États-Unis-Israël, va devenir un ennemi de l'Iran, du moins pour le moment, sinon pour toujours. Alors ces regroupements, comme la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar et tout le reste de cette bande, dont beaucoup faisaient autrefois partie de ce qu'on appelait le Conseil de coopération du Golfe, qui était tout aussi inefficace que celui-ci. Cette entente, dont les réalités sur le terrain démentent l'existence presque toutes les 24 heures, ne sont que ce qu'elles sont, du papier. Elles ne signifient rien tant qu'on ne prend pas en compte le rapport de force. La raison pour laquelle des gens sont engagés dans une guerre ouverte dans la région en ce moment, qui a provoqué cette guerre ouverte. Dans ce cas, ce sont à la fois Israël et Donald Trump.
Et cette complicité est prête tout simplement à rire, sinon à pleurer. Car David Barnea, bien sûr, alors chef du Mossad, a été l'un de ceux qui ont le plus convaincu Netanyahou, et Netanyahou lui-même a convaincu Donald Trump de faire cela, même contre l'avis de certains des membres les plus avisés, je dis ça avec ironie, de l'administration Trump. Cette entente est vaine. Elle ne signifie rien, si ce n'est que la guerre va continuer, et que certaines de ces personnes vont être sévèrement battues, voire même détruites. En particulier ces régimes arabes, dont les peuples, s'ils percevaient ne serait-ce qu'une lueur d'espoir de les renverser, saisiraient cette lueur et le feraient. Alors qu'ont-ils accompli? Ils n'ont rien accompli, à part un morceau de papier. Un morceau de papier qui, face à la réalité, ne vaut rien. Qui demande ça, Larry? Vous pensez que c'est l'Arabie saoudite qui le demande? Est-ce que c'est quelque chose auquel pense le gouvernement turc? Je pense qu'ils sont tous aussi désespérés que Donald Trump, chacun à leur manière. Peut-être pas Erdogan à ce point-là, mais Erdogan essaie encore de comprendre ce qu'il veut faire dans le monde quand il sera grand. Je sais ce qu'il veut. Désolé de vous interrompre. Il veut gagner de l'argent, rejoindre Donald Kushner et Witkoff, et Donald lui montrera comment gagner de l'argent. On en parlait tout à l'heure. Et je pense que Trump fait ça avec Juan maintenant. Comment s'appelle-t-il? Juan Orlando Hernandez, le président du Honduras, qu'il a gracié et renvoyé là-bas pour travailler avec la CIA et gagner de l'argent. Je me demande de quoi il tire de l'argent, puisqu'il était auparavant l'un des plus gros trafiquants de drogue des Caraïbes. C'est pour ça qu'on l'a condamné. Voilà Donald Trump qui se prépare ou qu'essaie à gracier Ghislaine Maxwell. Attendez qu'il le fasse. Si l'on pense que Charlie Kirk a ébranlé la confiance de MAGA à l'égard d'Israël, attendez qu'il gracie Ghislaine Maxwell. Ça brisera cette confiance. Mais c'est à ce type qu'on a affaire aujourd'hui. J'ai oublié votre question. C'était à propos de la Turquie. Vous mentionniez la Turquie. Oui, je pense qu'on est face à plusieurs choses ici. Vous avez entendu ce que Poutine aurait apparemment fait. Apparemment, après avoir fait venir Jolani à Moscou et l'avoir traité comme un chef d'État vêtu de pourpre, Poutine a maintenant conclu avec lui une sorte d'accord permettant à des nazis ukrainiens d'être en substance présents dans la zone où se trouvent le port et l'aérodrome russe en Syrie, et visant à établir une sorte d'alliance entre tout ça, quoi que ce soit, Jolani et Moscou. Et certains disent « Waouh, Poutine se rend à Jolani, vraiment ?» Il lui livre ses installations entourées de nazis venus d'Ukraine, des installations que la Russie chérissait tant à l'extrémité orientale de la Méditerranée, les seules qu'elle possède d'ailleurs, à Jolani. C'est sérieux? Poutine a perdu la tête? Et nous essayons de comprendre exactement pourquoi il a fait ça. Alors moi, je considère que nous ne savons pas tout ce qui s'est passé entre Jolani et Poutine. J'en viens à votre réponse, à l'une des réponses à votre question. Erdogan non plus. Alors que se passe-t-il entre la Russie, qui est aujourd'hui une puissance dominante par excellence, avec probablement l'armée la plus aguerrie au combat et la base industrielle la plus solide au monde, et la Syrie, au sujet de laquelle Erdogan est très sérieusement préoccupé? Que se passe-t-il? Pourquoi la Russie conclut-elle cet accord avec Jolani concernant son aérodrome et son port à l'extrémité orientale de la Méditerranée? Nous allons donc tous y réfléchir un moment, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Mais je sais aussi que Sergueï Lavrov a fait une déclaration très frappante, il y a 48-96 heures environ, je ne sais plus. Notre patience avec l'Occident est épuisée. C'est ce qu'il a dit. Notre patience avec l'Occident est épuisée. Il faut donc considérer tout cela dans le contexte où Poutine se croit désormais en guerre avec l'OTAN, ce qui est la réalité.
C'est un fait. Il est en guerre avec l'OTAN. Il a tué des membres de l'OTAN en Ukraine. Il sait qu'il a tué des membres de l'OTAN en Ukraine. Voilà à quel point ces renseignements sont bons. Pour l'instant, tout est contenu sur le territoire que nous connaissons sous le nom d'Ukraine, qui sombre et s'enfonce comme il le fait. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique pour le conflit au cœur de l'Europe? Eh bien, cela signifie probablement que le vieux Alexus Grinkewicz, le commandant suprême allié en Europe, est maintenant très inquiet parce que Poutine vient de dire qu'il est en guerre avec ce qu'il commande. Et il est à court de munitions de toutes sortes, à cause de la stupidité de son président et commandant en chef, qui les gaspille toutes dans le golfe Persique, en tuant des Iraniens, sans autre raison que de tuer des Iraniens. Donc tout cela, comme je l'ai dit tant de fois auparavant, tout cela est en train de converger. Ça converge. Et à l'extrémité sud de cette convergence, pour ainsi dire, il y a Ansar Allah, les Saoudiens, qui vont se faire laminer, et la mer Rouge, une voie maritime pour les échanges de marchandises bien plus importante que le détroit d'Ormuz. Tout cela place Donald Trump face à une situation politique et économique extrêmement négative, presque simultanément, d'ici 30 à 60 jours. Oui. Sont des tempêtes dans un verre d'eau, mais l'eau bout et le thé devient très fort. Larry, le prix du pétrole augmente aujourd'hui. Il était autour de 90 $ le baril. Et l'autre point, c'est qu'on avait une sorte de « quel est le prix de l'hélium ?» Quel est le prix de l'urée? Quel est le prix des autres ingrédients dont on a désespérément besoin et qui passent par le détroit? Et quel est le prix du pétrole brut de qualité supérieure que vous recevez et transformez en diesel? Et quel sera l'impact sur cette production de diesel, de la destruction, probablement pour un certain temps, me dit-on aujourd'hui, peut-être un an environ, avant qu'ils puissent la reconstruire, s'ils la reconstruisent? De la raffinerie la plus sophistiquée du Moyen-Orient pour ce produit, et pour d'autres aussi. Elle appartenait à l'Arabie Saoudite, et les outils l'ont détruite. Toutes ces choses se conjuguent. Elles tissent une tapisserie de désastres pour les États-Unis, pour la région et pour le commerce mondial. Et le pétrole, West Texas Intermediate et le Brent, comme référence pour suivre la hausse des prix et tout ça, c'est vraiment pas l'essentiel à surveiller en ce moment. Pour suivre ça, il faudrait quelqu'un comme Scott Bessent, sauf qu'il est trop stupide pour le faire. Et il y a tous les indicateurs pour lesquels on a des ordinateurs qui permettent de voir qu'est-ce que ça fait à la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça fait à la chaîne d'approvisionnement? Quels sont les effets en cascade, au 3e degré, de tout ça, et ainsi de suite. Si on faisait ça maintenant, si quelqu'un au gouvernement le faisait, même de façon superficielle, il saurait qu'on se dirige vers une véritable crise économique. Et elle arrivera peut-être plus tôt que ne le pense n'importe qui, à moins qu'on obtienne une forme d'accord dans cette affaire. Et est-ce que quelqu'un pense qu'il y aura un accord dans cette affaire? Qu'il s'agisse de l'Ukraine, de l'Iran, ou de la situation dans toute cette région entre l'Ukraine et Chabahar. Pendant ce temps, les États-Unis ont aussi de vrais problèmes en mer pour leur marine, des problèmes importants. D'ailleurs, c'est cette même marine avec laquelle nous combattrions la Chine, ou cette même marine avec quelques navires de plus en Méditerranée et ailleurs, avec laquelle nous combattrions la Russie. Et nous sommes en guerre avec la Russie. Nous sommes en guerre avec la Russie. Donald Trump ne le sait peut-être pas, mais nous y sommes. Voyons donc s'il arrive à se sortir de celle-là. Il n'arrive pas à se sortir de la guerre en Asie du Sud-Ouest. Voyons s'il arrive à se sortir de celle-là.
Selon l'évaluation russe, les États-Unis sont impliqués jusqu'au cou dans la guerre en Ukraine. C'est ce qu'ils disent. Ils en ont déjà tué plusieurs. J'ai vu certains rapports l'autre jour, je ne peux pas en parler, mais ils ont déjà tué beaucoup d'Américains, beaucoup de Britanniques, des Allemands et d'autres ressortissants de l'OTAN. Les Russes savent qu'ils sont de l'OTAN. Ils sont simplement à l'intérieur de l'Ukraine. Mais ces dernières frappes étaient des frappes de précision contre des installations de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Larry, nous avons un nouveau responsable de la sécurité nationale. Le chef du Conseil de sécurité nationale en Iran a été remplacé. Le nouveau était à la tête des gardiens de la Révolution pendant la guerre Iran-Irak. Oui, la guerre Iran-Irak. Ça remonte à longtemps. Il y a longtemps, très longtemps, 22 ans ou quelque chose comme ça quand il a commencé. Oui, c'était en 1980. En 1980. Ça remonte à longtemps, mais il a dirigé le CGRI de 1980 à 1997. Pendant 17 ans, il a été à la tête du CGRI. Il a une expérience considérable. Et en gros, il connaît tout le monde. Je dirais qu'il est l'un des architectes du CGRI tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il était là depuis le début, et que vous savez, de par ses fonctions, il a toujours été impliqué dans ce qui comptait. C'était en avril de cette année, lorsqu'il parlait du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Voici ce qu'il a dit. « Ce n'est que mon opinion personnelle, a-t-il dit, mais je suis totalement opposé à la prolongation du cessez-le-feu. Nous devrions couler chaque navire ennemi en réponse au blocus et ne pas en laisser un seul s'échapper. » Et aujourd'hui, c'est lui qui préside le Conseil suprême de sécurité nationale. Et à ma connaissance, le gouvernement iranien persiste dans cette voie. Je ne vois aucun signe indiquant qu'il recule. Et d'après les rapports auxquels j'ai eu accès, certains classifiés, d'autres non, on peut les trouver dans la presse publique si l'on cherche bien. La plupart des gens ne le font pas. Vous remarquerez que pendant des années et des années, le programme pétrolier iranien, la source de liquidité la plus productive en Iran, on parle ici de sommes énormes, de milliers de milliards de dollars. Une grande partie, une proportion immense de cet argent a pendant tout ce temps afflué dans les caisses des gardiens de la Révolution. Vous avez donc cette formidable incitation commerciale, financière, liée au luxe, tout ce que vous voulez, ainsi que l'incitation qui vient du fait d'être persan, iranien, peu importe, et de vouloir tenir tête aux États-Unis. Ce n'est donc pas comme si tout se résumait à Dieu et à la patrie, si vous voulez. Les gardiens de la Révolution, pour le dire franchement, sont l'élément le mieux rémunéré d'Iran. Et quand je dis bien rémunéré, je veux dire extrêmement bien rémunéré. Je ne dis pas ça pour les tourner en dérision ou les dénigrer. Je le dis simplement parce qu'il y a là une énorme motivation, en plus de l'État, de sa protection, du peuple et de sa protection, pour que ces gens veuillent poursuivre cette guerre et chasser le grand Satan de la région. Car ils y voient la plus grande menace pour leur position relativement confortable. Ce n'est pas une critique, c'est simplement une description de la réalité. Et Donald Trump n'en a aucune idée, parce qu'il ne sait pas ça. Il n'étudie rien, à part la manière de s'enrichir lui-même par l'arnaque. Il ne se penche ni sur l'histoire, ni sur les raisons pour lesquelles les gens pourraient se battre, ni sur les raisons pour lesquelles ils sont déterminés, engagés et ne vont pas abandonner. Il ne fait pas ça. Il s'en fiche. Il les attaque simplement quand il a envie de les attaquer. C'est ça la tristesse dans toute cette affaire. Il n'y a ni logique, ni raison, à part Israël, David Barnea, Bibi Netanyahou et l'emprise qu'ils ont sur Trump.
Quelle que soit la nature de cette emprise, c'est la seule raison pour laquelle nous faisons ça. C'est écœurant quand on y pense. Je veux dire, regardez le nombre d'enfants que nous avons tués en Iran, au minimum. Regardez les destructions que nous avons causées, au minimum. Et nous faisons ça sans aucune raison qui ait la moindre importance. Certains rapports circulent, Larry. Je ne sais pas quelle est votre analyse, mais selon certains rapports, les États-Unis se préparent à une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran, et les Iraniens ont la même perception. Ils voient les États-Unis déplacer leurs forces et leurs armes dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Je ne sais pas si cela va se produire ce week-end, ou peut-être plus tard, peut-être demain, mais après tout, je vous en prie. La seule façon dont ils pourraient en changer la configuration, ce serait d'utiliser des forces terrestres. Parce que la configuration actuelle, qui repose entièrement sur la puissance aérienne, qu'elle soit déployée depuis la mer ou depuis la terre, ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Donc la seule manière de modifier la dynamique de quelque façon que ce soit, et je pense que cela se retournerait contre l'Empire, les États-Unis et Israël, ce serait d'employer des forces terrestres. Mais il y a une autre voie, Nima, et je surveille cela de très très près. Je l'observe attentivement depuis un certain temps, et j'ai des sources. Il y a une autre voie. Et je pense que nous examinons la possibilité que dans le cadre de cette élection en Israël, Netanyahou fasse tout ce qu'il peut pour tricher sur tous les fronts, afin de s'assurer de rester au pouvoir. Ce qu'il a probablement dit au téléphone à Donald Trump, c'est « Je vais dire ceci, je vais faire cela, mais au fond, je ne le pense pas vraiment. Je dois le faire pour mon élection. » Par exemple, ce qu'il vient de dire sur le Liban, les discussions en Italie. Tant pis, elles ne signifient rien. Nous allons faire ce que nous devons faire au Liban. Ce qu'il vient de dire sur la Cisjordanie, nous allons redoubler d'efforts. Allez-y, faites ce que vous faites. Et ce qu'il a dit sur Gaza, nous allons redoubler d'efforts là aussi. Nous ne voulons pas de votre accord. Nous ne voulons rien avoir à faire avec votre accord. Nous allons tuer le Hamas. Nous allons les tuer chaque jour où nous le pouvons. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit en Israël. Et les Juifs israéliens y réagissent positivement. Maintenant, comme je l'ai dit, il appelle peut-être Trump en lui disant « Je dois dire ces choses-là. Je dois les dire pour être réélu. Alors ne t'en fais pas, Bob. » Mais ce qu'il fait, qu'il en ait conscience ou non, et je pense qu'il en a conscience, c'est préparer Israël, au moins au dénouement, à ce qui doit arriver. Il doit renverser ce régime à Téhéran. Il le doit. Et Donald Trump, je le crains, doit être perçu comme essayant de l'aider. Et la seule façon d'y parvenir, Nima, la seule façon, c'est avec des armes nucléaires.